à tous et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on va faire un bilan lecture du mois de mai qui était le mois de la fantasy organisé par Piketty Bookin où je n'ai lu donc que des ouvrages de fantasy. Il y a beaucoup de choses à dire. Du coup je vais essayer de pas trop m'attarder sur chacun des livres, surtout que j'ai fait tout au long de ce mois de la fantasy des vlogs spécifiques selon les menus et du coup si jamais vous voulez un peu plus de détails sur mon ressenti, je vous mettrai en début de menu le vlog correspondant en haut en petit i là sur le côté. Comme ça si jamais vous voulez plus d'informations vous pouvez aller voir ces vlogs, mais je ferai pas des avis très détaillés parce qu'il y a beaucoup de livres. On commence avec la semaine du feu qui a été la plus remplie, je vais vous montrer. Sauf que c'était normal que c'était la plus remplie vu que déjà j'avais 10 jours et que c'était le début du challenge donc j'étais à fond les balles. Alors on avait, je vais prendre ceux que j'avais pris de base. Pour le menu, j'avais choisi à la base pour les 3 sous-catégories le Masqueton, donc le tome 4 de The Bonne Season, Éclat d'étoiles de Neal Shusterman et la BD Wonder Woman, enfin le comic. Pour se brûler les ailes, il fallait lire quelque chose qui était pour nous un défi et c'est là que j'avais décidé de mettre Wonder Woman tout simplement parce que les comics, j'avais jamais trop réussi à m'y plonger et que ça me faisait peur. Ça faisait 2 ans qu'il était dans ma bibliothèque simplement parce qu'à l'époque il était sorti à moins de 5 €. Je me suis dit oh ça peut être sympa. Et du coup j'avais acheté cette édition de Wonder Woman parce que de ce qui avait disponible c'était ce qui m'intéressait le plus. Mais j'avais quand même peur de me lancer dedans, la preuve d'ailleurs j'ai mis 2 ans à le sortir de ma bibliothèque. Et je ne suis pas une lectrice de comics, je pense qu'on peut juste dire ça comme ça. J'adore les films de super-héros, j'adore les Marvel, mais lire j'ai du mal. J'ai du mal, en plus en général les graphiques dans les comics me plaisent pas du tout. Moi j'aime bien dans les BD, je m'en suis rendu compte, les choses toutes douces, toutes mignonnes, toutes choupies. Et c'est vrai que pour ça il faut faire de la fantasy jeunesse, voire très jeunesse. Et sinon le reste ça me touche pas, ça m'emporte pas. Donc du coup ça a été un peu un flop. D'ailleurs je ne l'ai pas terminé, je crois. Il me restait ça à lire je crois. Mais j'avais aucune envie en fait de lire. Clairement j'avais zéro envie. Donc je l'ai pas terminé et voilà. Donc je ne suis pas une lectrice de comics. Je pense qu'on peut juste dire ça comme ça. Ensuite on avait Orangé. Je fais dans l'ordre du moins bien au meilleur. Pour cela il fallait du orange sur la couverture ou représentation du feu et pour ça j'avais choisi Éclat d'étoiles de Neal Shusterman. Comme vous voyez il y a du feu, c'est orange, pour moi c'était parfait en fait. Neal Shusterman, j'ai lu dans La Faucheuse qui a été une trilogie coup de cœur. Franchement j'ai adoré cette trilogie. C'était vraiment un pur bonheur. D'ailleurs vivement l'adaptation parce que je me languis de plus de choses dans cet univers. Sauf qu'en fait ce livre à la base il est sorti en 95 en anglais. Et la collection R l'a ressorti un petit peu de des fagots on va dire. Et en fait le truc c'est que ça se sent que c'est vieux. Mais ça se sent. Il y a plein de choses dans ce livre qui m'ont abhorré, comme la grossophobie, le côté faut être beau pour être bien, faut être mince, faut être si. Et franchement ça a pas fait du tout. Mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre. C'était vieillot, vraiment c'était vieillot. Il y a plein de choses qui peut-être à l'époque passaient bien et maintenant qui passent plus. Mais genre vraiment plus. Autant je peux comprendre par exemple dans les enquêtes d'Anna Swanson, 1 ou 2 remarques sur le régime parce qu'elle bouffe des cookies toute la journée. Bon, je laisse passer parce qu'il n'y a que ça, même si ça m'avait fait un petit peu grincer les dents. Mais là c'est truffé de choses qui maintenant ne devraient plus arriver. Et puis il n'y a pas vraiment de but, les gens se cherchent tout le long du roman, mais enfin c'est un peu plat, et franchement j'ai pas aimé du tout. Je pense que aussi le fait que j'ai lu La Faucheuse avant ça, ça a grave joué parce que je m'attendais à un chef-d'œuvre. Et même si je savais que ça l'était pas parce que j'avais déjà vu plein d'avis sur la toile, mais je m'attendais à retrouver sa plume et je l'ai pas retrouvé du tout. C'était vraiment différent. Et je trouve ça dommage parce que ressortir des choses qui font véhiculer des messages aussi peu positifs, je trouve ça un peu dommage de la part de la collection R. Mais bon, du coup gros flop. Mais heureusement, on avait C'est chaud patate et pour ça c'était lire un pavé. Et moi j'ai choisi le tome 4 de la saga The Bonne Season de Samantha Shannon, publié chez De Saxus. Et là, mais quel bonheur, quel bonheur. Franchement c'est une saga incroyable. Le premier tome est indigeste, on va pas se mentir.
Le deuxième tome commence à vraiment poser les bases, on commence vraiment à s'attacher au personnage. Le troisième tome fait une montée en puissance et le quatrième tome, mais c'est l'explosion, c'est incroyable. Vraiment, c'est une saga vraiment ultra bien construite. Les personnages sont creusés, ils ont une psyché particulière, ils souffrent de trauma. Les relations entre les personnages sont vraiment, comment dire, réfléchies et suivent le bon sens, elles sont intelligentes. L'action n'en démord pas. Enfin vraiment il y a plein de messages de tolérance dans ces livres. Enfin c'est vraiment pour moi une saga mais coup de cœur. Même si hein, vraiment le premier tome est indigeste je trouve. L'autrice se rattrape tellement parce que en fait je pense que ce monde est tellement complexe que c'est obligé d'en passer par une indigestion au début. Parce que vraiment il y a beaucoup de choses à savoir sur ce monde, il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, en plus c'est un monde qu'on connaît à moitié mais pas vraiment, enfin c'est vraiment complexe et elle arrive avec brio à nous retranscrire tout ça. Une fois qu'on est familier un petit peu avec le monde, ça roule comme sur des roulettes et franchement ça avait été l'apothéose. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, j'ai été prise par le suspense, j'étais à fond dans ma lecture et maintenant il faut que j'attende 2 ans. 2 ans pour avoir la suite et encore, au mieux si jamais De Saxus publie la suite en même temps que la sortie en VO, parce que c'est 2 ans avant la sortie VO. Voilà, donc si jamais vous n'avez pas commencé cette série, je vous la conseille, mais vous pouvez prendre votre temps, hein, parce que le 5e tome, il n'arrivera pas avant 2024. Voilà, hein, j'ai demandé à l'autrice, parce que je l'ai vu en dédicace, et je vous le confirme, hein, c'est pas avant 2024. Donc, pas de rush, vous avez le temps pour lire cette saga fantastique. Ensuite ça a été la dégringolade parce que j'ai tenté de lire Fire with Fire de Destiny Soria. Donc c'est ma version Fairy Loot qui est quand même très jolie et puis en plus franchement le dragon sur la couverture est assez mignon. C'est l'histoire de 2 sœurs qui sont chasseuses de dragons, mais il y en a une qui l'est un peu plus que l'autre. Et à un moment, une des sœurs rencontre un dragon et elles doivent s'associer. Je pourrais pas vous en dire plus tout simplement parce que j'ai arrêté ce livre. Donc j'en suis arrivée là, je me suis arrêtée parce que en fait j'avais aucun intérêt à lire ce livre. C'était pour moi du young adult banal, comme on en voit partout, les intrigues étaient pas originales et en fait j'avais envie de lire autre chose. C'est dommage hein, parce que franchement il est super joli ce livre. Et puis les dragons j'aime beaucoup mais je sais pas, j'ai pas du tout été prise par cette histoire. C'est dommage. Bon, voilà, ça veut pas dire que d'autres n'aimeront pas cette histoire, mais moi ça m'a personnellement pas... Voilà. Donc je l'ai arrêté, je me suis dit tant pis. Mais la semaine du feu veut également dire relecture du premier tome des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, publié chez Big Bang. Et là, j'adore cette saga. Je l'avais lu le premier tome, mais il y a 2 ans. Et il se trouve que ma bibliothèque à côté de chez moi n'avait pas la suite, blablabla. Du coup, j'ai laissé traîner. Et j'ai eu envie, voilà, de me remettre dedans. Du coup, je me suis dit, je vais relire le premier et je vais enchaîner avec le 2 et le 3. Et je me suis rappelé, en relisant ce livre, pourquoi j'adorais cette histoire. J'adore cette histoire parce que on suit Amalia et Zaira, donc ces 2 jeunes filles qui sont l'une est la fille d'une grande figure politique du royaume et l'autre est une sorcière de feu qui va devoir être bridée pour pas qu'elle tue tout le monde en gros. Et c'est Amalia qui va être sa fauconnière, qui va donc être la personne qui a le pouvoir de relâcher ou non ses pouvoirs. Et on va les suivre toutes les deux dans un mélange de complot politique, d'intrigues à la cour, de gens vicieux et sournois. Enfin c'est vraiment je trouve un young adulte ultra intéressant et original parce qu'il y a un petit côté fantasy mais le système de magie c'est pas ce qui est le plus creusé. En fait ce qui est le plus creusé c'est vraiment les complots et oh ça fait du bien. J'ai l'impression d'être à Port-Réal avec Cersei quoi, vraiment c'est super bien fait. Et puis aussi je le redirai par rapport aux 2 mais j'apprécie le fait que les 2 personnages principaux soient des amis. Ces 2 filles, elles sont amies et c'est leur relation à toutes les 2 qui est mise au premier plan, laissant un petit peu de côté en fait leur relation amoureuse respective. Et ça, on voit pas ça souvent dans de la fantasy young adulte et j'ai trouvé ça vachement bien fait. Alors au début elles se détestent, hein. Franchement, enfin, il y en a une qui déteste plus l'une que l'autre. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant cette histoire d'amitié qui se progressivement qui se crée entre elles. Et vraiment, c'est
original, c'est fourni, c'est réfléchi, il y a des retournements de situation, des trahisons, enfin c'est vraiment génial. Si vous aimez tout ce qui est politique, complot politique, voilà, intrigue un peu à la cour, voilà, tout le monde cherche à avoir un petit peu le pouvoir, personne n'est blanc, personne n'est noir, vraiment allez-y. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait pas vu assez, cette saga, même si là il y a un petit regain d'intérêt, mais c'est vraiment du young adulte intelligent et original et vraiment on ne s'ennuie pas. C'est complot sur complot et j'adore. Donc voilà, ça c'était ma semaine du feu. Les 2 derniers que je vous ai présentés, ils rentraient dans aucune des catégories, enfin ils auraient pu rentrer dans pas mal de catégories. Ensuite, pour la semaine de l'eau, dont je vous mets le petit vlog évidemment, j'ai lu 3 romans cette fois-ci. Enfin, et encore je dis roman, mais il y a une non-fiction. Il s'agit de Poison de Ben Hubbard. C'était pour alchimie, donc tout ce qui était magie, sorcellerie, remède, blablabla. Et du coup là j'ai pris une non-fiction, donc c'était pas vraiment de la fantaisie mais bon, sur les poisons les plus en vogue à chaque période de l'histoire, ainsi que quelques histoires d'empoisonnement célèbres et d'empoisonneurs célèbres. C'était plutôt sympa, ça se lit tout seul, voilà. Après c'est de la non-fiction, c'est... Je sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais c'était assez sympa, je trouvais que ça rentrait bien dans le thème, et puis j'ai appris plein de choses pour tuer les gens, voilà, si jamais vous voulez des conseils pour empoisonner les gens. Après, c'est vrai qu'en fait tous les poisons ont un petit peu les mêmes effets, donc au final, bon, on s'y perd un petit peu à la fin, mais c'était assez intéressant, voilà, on va de l'Antiquité à la période nucléaire, voilà, on fait vraiment le tour d'horizon. Donc voilà. Ensuite on avait vogué sur les flots et pour cela il fallait un livre qui parle de voyage, de piraterie ou ce genre de choses. Et moi j'ai un peu triché et j'ai pris The Girl Who Fell Beneath the Sea de Axio, donc la version Fairyloot, très belle. Mais juste très belle, on va voir pourquoi. Parce que c'est un voyage sous l'eau pour moi, donc ça rentrait bien dans le thème. Et alors là, pour tout vous avouer, ça a été un petit peu une déception. On suit, en fait, c'est une réécriture d'un conte coréen sur une jeune fille qui va prendre la place de la fiancée de son frère pour se sacrifier à l'océan. Car tous les ans, les habitants en fait du royaume sacrifient une fille au dieu de l'océan, donc ils la jettent dans la mer, pour pouvoir calmer ses colères en gros. Et donc cette année c'était la fiancée du frère de l'héroïne qui devait en fait être le sacrifice, sauf que Mina, l'héroïne, elle se jette au dernier moment à sa place parce qu'elle ne supporte pas de voir son frère triste en fait, et elle va découvrir qu'en fait les mariés, les sacrifiés en gros de l'océan ne meurent pas mais vont dans le monde sous-marin, et là-bas elle y rencontre le dieu de l'océan et d'autres personnages et elle fait sa petite quête, voilà. Ça a été vraiment une déception parce que ce livre est tellement beau que j'avais envie de l'adorer. Mais je crois que de 1, j'en pouvais plus de la fantaisie déjà, et de 2, la fantaisie asiatique, j'en ai lu des très bons cette année. Je n'ai pas arrêté de lire de la fantaisie asiatique cette année depuis décembre ou janvier. J'en ai lu beaucoup déjà. Et je pense que ce livre a souffert de la comparaison avec les autres parce qu'il était en dessous des autres. Pour le côté réécriture de contes, j'ai trouvé que Six Crimson Cranes par exemple était vachement mieux dans l'intrigue, dans le fil rouge, il y avait plus d'action, enfin il y avait plus de rebondissements. Et au niveau onirique, j'ai trouvé que Daughter of the Moon Goddess remplissait mieux ce rôle, et du coup en fait pour moi lui il faisait un peu pâle figure à côté des 2 autres. Donc c'est un peu dommage parce qu'il est vraiment très beau, mais j'ai pas vraiment apprécié ma lecture. C'était un gros bof en fait. Et je me tâte à le revendre. Pourtant il est magnifique mais je me tâte à le revendre. Et enfin le dernier livre c'était Tiens bon la vague, et pour cela il fallait lire une saga. Et moi j'ai choisi le tome 2 de l'Empire d'Écume d'Andrea Stewart, publié chez Big Bang. Donc l'impératrice aux éclats d'eau, et là... J'aime beaucoup cette série, j'aime vraiment beaucoup cette série. C'est de la fantaisie très complexe, pour moi c'est presque de la fantaisie adulte, voire c'est de la fantaisie adulte. Pour moi c'est pas du YA, je sais pas pourquoi c'est publié chez Big Bang, pour moi ça aurait plus sa place chez Brajlon par exemple. Et on va suivre, donc je vais vous faire un résumé du premier tome parce que sinon je vous spoil tout. Plusieurs personnages, on a un multi-point de vue, notamment Lynn qui est la fille de l'empereur, qui utilise la magie des eaux.
C'est-à-dire qu'ils prennent un bout de dos derrière l'oreille de toutes les personnes et en fait avec ces bouts d'eau ils peuvent graver des ordres qu'ils mettent dans des statues inanimées, enfin des statues inanimées, des corps en fait faits de chair et qui vont ensuite en fait obéir aux ordres tout simplement. Ça s'appelle des concepts par exemple, ils peuvent graver, faire à manger dès qu'on le demande, hop, ils le mettent dans le concept et le concept va faire à manger dès qu'on lui demande de le faire à manger tout simplement. Et on va suivre d'autres personnages également, notamment Jovis qui est un mi-rebelle, mi-navigateur, qui va se retrouver un petit peu embarqué malgré lui dans toutes ces histoires de politique au final, et qui va se faire un petit ami qui est une espèce de petite loutre avec des cornes, enfin c'est un animal trop mignon, qui parle et qui va l'embarquer dans une aventure qu'il n'avait pas imaginée. Et on a également Falu qui est la fille du gouverneur d'une île un petit peu reculée et qui doit gérer ce qu'on appelle la révolte des sans-éclats. Ce sont des personnes donc, qui n'ont plus leur bout d'eau et qui veulent se rebeller en fait contre l'Empire, notamment Ranami qui fait partie donc des sans-éclats. Ce sont les personnages principaux de cette histoire, tous les autres gravitent autour d'eux, mais c'est vraiment les personnages principaux. Et le premier tome, ça avait été très long, puis après ça s'était intensifié, ça avait été oufissime. Et celui-ci, ça a très bien commencé. Il y a eu un petit passage à vide par ici, on va pas se mentir. Un petit passage à vide. Et comme d'habitude, la fin, mais la fin c'est de l'action, c'est des révélations, c'est des batailles épiques, franchement, c'est un vrai bonheur de lire les fins de ces livres. C'est bizarre de dire comme ça, hein, mais la fin, c'est vraiment épique à chaque fois. Et voilà, je trouve que c'est un système original et complexe, mais encore beaucoup de choses à apprendre je pense sur cette magie, sur ce peuple de départ qui a été décimé ou peut-être pas, qui serait à l'origine de tout, sur ces petites créatures qui accompagnent certains personnages, notamment Jovis. Voilà, je pense que c'est vraiment une saga qui est intéressante parce qu'elle est vraiment originale et qu'elle casse certains codes. Et les révélations à la fin sont toujours... Et pourtant si évidentes quand on y réfléchit. C'est évident, mais c'est tellement bien amené qu'on n'y pense pas jusqu'au moment où on nous met devant le fait accompli en fait. Donc voilà, c'était vraiment un très bon moment de lecture. Ensuite on a continué avec la semaine de la Terre et pour celle-ci j'ai lu 2 BD et 2 petits livres. Ça a franchement pas été ma meilleure semaine de lecture, mais je crois que je commençais vraiment à en avoir marre de la fantaisie. J'adore la fantaisie, hein, ne vous y méprenez pas, c'est mon genre préféré, mais je suis une lectrice éclectique qui a besoin d'alterner les genres de lecture. Notamment, j'ai pas arrêté de vous dire qu'à un moment là, je commençais à en avoir marre par exemple de la fantaisie asiatique parce que j'en avais trop lu. Franchement, j'ai dû en lire 6 ou 7 en même pas 6 mois et ça faisait beaucoup au final. Et la fantaisie c'est un peu pareil, j'ai besoin de lire de la fantaisie et après d'alterner avec du cosy mystery, du thriller, du contemporain pour revenir à la fantaisie, pour re-alterner. Et c'est comme ça que j'arrive à pas m'ennuyer et pas en avoir marre. Parce que j'ai tendance à en avoir vite marre d'un genre particulier ou de choses comme ça. Et au bout de 2 semaines, je commençais déjà un petit peu à saturer. Pour les doigts dans la gadoue, on devait lire un graphique. Et moi j'en ai lu 2 du coup. Hein. J'ai lu La Quai des Willan et Sorceline. Que dire, c'est ma première entrée en BD jeunesse parce que j'avais jamais vraiment testé, parce que je savais pas vers quoi m'orienter. Et c'était plutôt pas mal. Sorceline c'était tout choupi, mais comme j'en ai parlé à Livromancienne, ma copine qui me l'avait conseillé, je trouvais que ça s'arrêtait un petit peu abruptement. Je suis pas habituée aux BD donc c'est pour ça que ça m'a un peu... Je me suis dit pourquoi ça s'arrête là. Mais c'était vraiment sympa et c'était assez mignon. C'est une petite fille qui en gros étudie pour devenir fantasticologue et elle en fait son domaine de prédilection ce sont les animaux magiques. Et sauf qu'en fait il y a une malédiction qui fige certaines personnes de son entourage et certains êtres magiques comme des statues, un peu comme Médusa en fait. Et elle et tous ses camarades essayent de mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé. Mais voilà, ça se lit très vite, j'ai dû lire ça en 20 minutes, même pas. Et ça s'arrête un petit peu abruptement. Idem pour La Quai des Willan de Pierre Bottero qui, elle, s'inspire du livre. J'aurais peut-être dû essayer de prendre les BD qui correspondent à l'entièreté du tome 1 pour moins avoir ce ressenti de ça s'arrête comme ça.
Après elle était un peu plus longue, alors j'ai eu un petit peu moins cette impression, surtout que vu que c'est adapté d'un roman, c'est quand même une approche différente je pense au niveau des BD. Mais c'était assez sympa. Ensuite pour Petit Peuple, il était question de fées, nains, enfin ces petites créatures en fait. Et moi j'ai choisi Cœur de Pierre de Serena Valentino, donc ça fait partie de la collection des vilains. C'est l'histoire de Lady Tremaine. Pourquoi fée? Tout simplement parce que dans ce monde, et notamment dans celui-là, hein, parce qu'on connaît tous la bonne fée marraine, il y a pas mal de fées qui gravitent et du coup je me suis dit que ça rentrait très bien dans le thème en fait. Et puis j'essaye de les terminer parce qu'il me reste plus qu'un, là il me reste plus que Cruella à lire. Et quelle déception! Mais quelle déception! Il faut savoir que je suis très difficile avec les réécritures Disney. Beaucoup moins quand ça s'en inspire légèrement, type Un palais d'épines et de roses, où on s'inspire du conte de La Belle et la Bête, mais on n'est pas sur une réécriture Disney. Dès qu'on est vraiment sur de la réécriture pure estampillée Disney, où il y a marqué Disney, voilà, où il y a les personnages sur les couvertures, j'attends que mes personnages ressemblent au niveau du caractère à ce qu'on voit dans les films. Et dès que ça s'en éloigne, je suis pas contente. Parce que pour moi, ça dénature les personnages. Et du coup, j'ai tendance à être très difficile avec ces livres-là. Certains s'en sortent très bien, notamment par exemple celui sur Mère Gothel. Je l'avais trouvé vraiment bien fait. Je trouvais que ça avait du sens, que ça suivait une ligne qui pouvait vraiment être intégrée au film. Mais là, pour moi, c'est un non. C'est un non, c'est-à-dire que Cendrillon est dépeint pendant tout le livre comme une petite peste arrogante qui martyrise ses demi-sœurs. Alors que Cendrillon, c'est peut-être la princesse la plus résiliente et la plus gentille de toutes les princesses. Et ça m'a vraiment pas plu. Même si à la fin, il y a un petit peu un mea culpa, genre ah bah finalement elle était gentille, mais non en fait, enfin, pour moi la dépeindre comme un espèce de tyran qui martyrise ses demi-sœurs, mais pas du tout, on est très loin de Cendrillon là, ça va pas du tout. Ça aurait été le cas par exemple dans Cendrillon 2.0 ou Après minuit, qui sont des réécritures inspirées du Disney, mais qui s'en éloignent vraiment et qui prennent le parti pris de vraiment s'éloigner du Disney. Ok, mais là on est censé être vraiment très près du dessin animé. Et même si j'étais bien contente de plus avoir Tulip et machin bidule chouette parce que cette storyline je la trouvais inutile, j'ai trouvé qu'on dénaturait totalement les personnages. Et même si le personnage de Lady Tremaine a été assez bien travailler pour lui expliquer pourquoi elle était devenue comme ça, il fallait pas faire ça avec Cendrillon, il fallait pas faire ça avec ces filles qui sont censées des pauvres petites filles sans défense qui doivent faire la vaisselle, alors que bah non en fait, enfin, dans le film on voit très bien que même quand elles arrivent et qu'elles sont petites, ce sont des pestes qui mènent la vie dure à Cendrillon. Et voilà, non, ça a été un gros non et malheureusement ça ne l'a pas fait du tout du coup. Et ensuite il était question d'une école de magie et pour cela j'ai lu Éducation meurtrière de Naomi Novik publié chez Pygmalion. Et là ça a été une très bonne lecture, une bonne surprise parce que je savais que ce livre c'était un petit peu tout ou rien. C'est les gens soit ils adoraient soit ils détestaient. Et je peux comprendre pourquoi les gens adorent et pourquoi les gens détestent. Parce que même si c'est une bonne lecture, ce n'est pas un coup de cœur. Pour une seule et bonne raison, c'est que je trouve que la plume est fouillie comme pas possible. C'est brouillon, c'est... Voilà, ça c'est pas trop où ça va. On dirait que l'autrice elle va un petit peu où... Voilà, elle rame un petit peu pour essayer de trouver où elle veut aller. Par contre, l'univers et les personnages sont grandioses. Franchement, cette école de magie, elle est super bien imaginée, elle est super bien trouvée. Elle est dangereuse à souhait, il y a de la violence, il y a des monstres qui constamment essayent de tuer les élèves, c'est vraiment de la survie en fait. C'est un peu un écrit survivaliste hein, quand on y pense. Et les personnages principaux, mais ils sont à mourir de rire. Galadriel est génial. Galadriel c'est l'ado en crise, c'est l'ado émo par excellence qui se rebelle contre tout n'importe quoi juste pour se rebeller. Qui veut pas ressembler à sa mère, qui est sarcastique au possible, et franchement elle est hilarante, elle est tordante, je me suis tapé des barres de rire en lisant ce livre, mais vraiment des barres de rire. Et Orion c'est l'archétype du chevalier servant mais qui sait pas trop en fait pourquoi il fait ça, mais qui le fait parce que bah il doit le faire en fait. Et la combinaison des deux amène un duo vraiment très drôle et bien maîtrisé, et voilà, c'est pour ça qu'en fait je suis un petit peu partagée sur cette lecture parce qu'à la fois la plume ne me convient pas et c'est assez brouillon et en même temps l'univers imaginé est vraiment
bien trouvé et les personnages sont vraiment géniaux, vraiment. J'ai adoré Galadriel, elle est drôle, mais elle est si drôle. Et en plus, ouais, j'aime bien l'humour noir, donc ça passe vraiment très très bien avec moi. Et du coup, je lirai avec grand plaisir la suite parce que, en fait, les personnages et l'univers font oublier que la plume était un peu... Voilà. Mais du coup, ça a été quand même une très bonne lecture. Et c'est d'ailleurs ma meilleure lecture de cette semaine-là, hein, on va pas se mentir. Ensuite, on est passé à la dernière semaine qui était la semaine de l'air et là, ça a été la dégringolade. J'en avais ras le bol de lire de la fantasy. Mais vraiment, si vous avez regardé mon vlog, vous allez voir que je me plains H24, c'est terrible. Donc du coup, j'ai lu 7 BD plus 3 livres, dont un quasiment en audio. Alors, pour la semaine de l'air, on avait Apprendre à voler et pour cela, il fallait lire un jeunesse. Et moi j'avais choisi Une pincée de magie de Michel Harrison, publié chez Seuil. C'est l'histoire de 3 petites filles, dont une qui a quand même 16 ans, hein, qui sont sœurs tout simplement, et qui un jour décident d'essayer de quitter leur ville qu'elles n'ont jamais quittée, sauf que leur grand-mère leur apprend qu'il y a une malédiction qui fait qu'elles ne peuvent pas quitter cette ville, et du coup elles vont en fait tout faire pour essayer de briser cette malédiction. En soi, c'était pas mauvais, mais je crois que j'étais vraiment... lassée du genre et que en plus la jeunesse pour moi c'est pareil, je suis un petit peu exigeante, il faut vraiment du très très bon ou du très palpitant par exemple comme Nevermore ou Amari que j'aime beaucoup, ce genre là me plaît beaucoup en jeunesse mais sinon je suis un petit peu, pas hermétique mais j'ai un peu plus de mal et celui-ci m'a pas emballé. C'était pas mauvais, c'était pas une mauvaise lecture mais disons que je le lisais plus parce que je me disais qu'il fallait que je le lise plus qu'autre chose. J'étais pas emballée à fond, j'avais pas envie de savoir à tout prix ce qui allait se passer après. Et c'est un peu dommage parce qu'en plus il est vraiment très beau. Franchement c'est cool, en plus moi j'adore le rose et le violet. Même derrière il y a des petits détails là, c'est trop joli. Et voilà, je suis un petit peu déçue de ne pas l'avoir apprécié à sa juste valeur. Mais après j'en ai entendu des très bonnes choses donc je pense que c'est un très bon jeunesse. Mais pour moi ça ne l'a pas fait. Est-ce que c'était parce que fallait que je change de genre et que c'était peut-être pas le bon moment, ou est-ce que juste que c'est pas le type de jeunesse qui me plaît? Je sais pas, mais en tout cas voilà, ça a été un peu une déception. Autre roman que je n'ai pas apprécié autant que j'aurais voulu l'apprécier, c'était pour la catégorie léger comme l'air, donc un livre de poche. Il s'agit des Messagers des Vents, pardon, de Clélie Avid, publié au livre de poche. À la base c'est publié chez Le Masque, je crois, à l'époque. Et là c'est de la fantaisie adulte. On m'a offert ce livre et on m'a énormément parlé en très très bon de cette saga. J'avais vraiment envie de l'apprécier cette saga. On va suivre Eriana qui est une jeune fille qui est un peu particulière, qui a... Voilà, elle sait qu'elle n'est pas comme les autres. Et même si on est dans un univers où la magie, on sait qu'elle existe, et un peu médiévale. Mais elle sait qu'elle n'est pas comme les autres. Et un jour, elle se retrouve chez les Freyens, qui en fait se trouve être la tribu, le peuple duquel elle vient en fait. Et elle se rend compte que c'est l'objet d'une prophétie. En fait, il y a 10 prétendantes, donc 10 prophéties, qui sont 10 prétendantes à pouvoir sauver un petit peu le peuple. Il y en a une normalement, même si c'est pas le cas, mais il y en a une normalement qui est censée être la prétendante, mais ils font 10 prophéties pour trouver 10 prétendantes, pour trouver celle qu'il faut en gros, et elle va passer des épreuves pour essayer de faire partie des 3 dernières prétendantes pour la prophétie. Elle va donc rentrer dans ce peuple qui au final lui ressemble et apprendre ses coutumes, et du coup on va apprendre le monde via ses yeux parce qu'elle ne le connaît pas. Et ensuite il va y avoir des complots, il va y avoir des quêtes initiatiques, il va y avoir des voyages, il va y avoir des batailles. Enfin c'est de la fantaisie adulte dans sa splendeur en fait, et il y a plein de choses qui normalement me plaisent. Sauf que j'ai grave eu du mal à m'attacher à l'histoire et au personnage. J'ai pas réussi. Je l'ai lu un petit peu péniblement, on va dire. Pourtant, il y a de très bonnes choses, objectivement, hein, mais il y a aussi certaines choses qui m'ont un petit peu... Par exemple, je trouve que la relation entre Eriana et un autre personnage est trop facile. C'est un peu du instant love, et moi, j'aime pas ça. Je préfère quand ça prend son temps, quand une relation se construit et que les personnages ne tombent pas amoureux dès le début. Et là, c'est un petit peu ce que j'ai trouvé limite au premier regard, parce que c'est des âmes sœurs ou un truc comme ça, je pense, hein, on va en venir là à mon avis.
Ça m'a un petit peu gênée, voilà. Mais surtout, voilà, j'ai pas réussi à m'attacher ni à l'histoire ni au personnage. Pourtant, je pense que objectivement, c'est un bon récit de fantasy adulte, mais pour moi, ça ne l'a pas fait. Je vais quand même lire le second tome à un moment un peu plus propice, parce que je l'ai lu en fin de mois de fantasy, et je pense que j'étais gavée déjà du genre, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'un thriller ou quelque chose. Et je pense que c'était pas le meilleur moment pour lire ça. Parce que je sais que pour l'Assassin Royal, j'avais lu le 1, pareil, pas à une bonne période, et j'avais pas été emballée. Alors que le tome 2 et 3, qui en fait font un seul tome normalement, bah ça a été une révélation. Et je pense que je ne devrais pas m'arrêter là-dessus et tenter quand même le deuxième tome à un moment plus propice pour pas risquer de passer à côté de quelque chose qui va vraiment me prendre aux tripes et qui va vraiment me plaire. Donc voilà, je suis un peu plus, on va dire, sur la réserve sur celui-ci, mais je lirai quand même la suite. Alors que le jeunesse, je pense pas que je lirai la suite, mais celui-là, je pense que ça a du potentiel et que j'ai peut-être lu ce livre pas à la bonne période. Ensuite, on avait Créatures ailées, donc là c'était des créatures avec des ailes tout simplement. Et pour cela, j'avais choisi Le Cercle du Dragonté de Cathy O'Neil, publié chez Bliss, je crois, oui. Et là, c'est un petit BD jeunesse toute choupinette sur des dragons qui produisent des feuilles de thé. Franchement, il n'y a pas trop, il n'y a pas plus mignon en fait dans la vie que des petits dragons tout mignons qui produisent des feuilles de thé. Voilà, je pense que il n'y a pas plus mignon, voilà. Et moi j'ai déjà choisi, hein, je veux le dragonté hibiscus. Regardez-moi cette petite bouille, il est trop mignon. Il y en a d'autres qui sont choupinous, je pense notamment à Camomille, il est vraiment mignon aussi, mais hibiscus, regardez. Vous n'avez pas envie de lui faire des câlins franchement? Et j'ai beaucoup aimé cette BD parce que c'était très doux, c'est pastel. Il n'y a pas tant d'action de ça, mais c'est surtout en fait, ça va bien avec la philosophie de cette BD qui est de prendre le temps de faire les choses. Ils disent bien que en fait, je suis tombée pile dessus, mais le thé des dragontés est quelque chose de merveilleux, mais sa réalisation demande beaucoup de temps. Lorsque c'était le cas pour tout, peut-être n'était-ce pas si important, et là cet art disparaît. Parce que en fait les gens maintenant ont l'habitude, et moi la première, de se dépêcher, d'avoir besoin de tout faire tout de suite, de tout savoir rapidement. Et là on est sur vraiment un art où il faut prendre son temps, où il faut se reposer, où il faut prendre le temps d'apprécier les choses. Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai lu mais je l'ai dégusté. J'ai essayé de vraiment prendre le temps de lire cette BD, surtout qu'en plus c'est une BD donc ça se lit quand même vite. Mais là j'ai vraiment essayé d'y aller doucement, de bien regarder tous les détails. Et c'était vraiment un petit moment de détente en fait, de bulle, voilà, comme si j'étais en train de boire ma tisane au coin du feu. C'était un petit peu l'impression que ça m'a donné cette BD, et c'était une bonne découverte, donc je lirai la suite avec grand plaisir. Et en catégorie bonus, j'ai écouté en très grosse partie, j'ai lu les 100 dernières pages en physique, le tome 2 des Faucons de Ravera, donc l'héritière rebelle de Melissa Caruso, publié toujours chez Big Bang. Là en format poche parce que c'était celui que ma bibliothèque avait. Et incroyable, incroyable, cette série est vraiment géniale. Et je vais pas me répéter parce que j'ai déjà beaucoup parlé du tome 1, et puis ici il y a mon vlog aussi. Mais la spécificité de ce tome, je dirais, c'est que le tome 2 ne souffre pas du syndrome du tome 2, qui est souvent le cas dans les trilogies où le premier est très bien, le second est très en dessous, et le troisième rehausse le chose. Là, vraiment, c'est constant. C'est-à-dire que le deuxième tome n'est pas meilleur que le premier, mais il n'est pas moins bien non plus. Il est tout aussi bien. Il aborde des thématiques différentes, mais qui sont gérées au niveau du rythme de la même façon que le premier. Et en fait, dans le premier tome, on essaye d'apprendre un petit peu... voilà, on met les premiers pas à la cour dans les complots, puis aussi on apprend comment marche la magie de Zaira, on suit les balbutiements en fait de leur relation au début pas trop amicale qui va se transformer en amitié, alors que dans celle-ci on est beaucoup plus dans ça y est, il faut espionner, Amalia elle va courtiser quelqu'un par pure politique, elle va espionner certaines personnes, enfin voilà, on va vraiment partir un peu plus dans l'action, mais différente, du coup complètement différente du premier, mais du coup on stagne pas, alors que souvent dans le tome 2 au début on stagne un petit peu dans la situation actuelle, puis après on fait quelques petits trucs, mais
voilà, il faut du temps, il faut pas faire la grande bataille tout de suite quoi. Alors que là vraiment c'est bien fait, on s'ennuie pas, c'est palpitant, il y a toujours plus de complots, toujours plus de retournements de situation, toujours plus de trahison et voilà, c'est vraiment une saga qui pour moi mérite tellement plus de reconnaissance parce qu'elle est vraiment géniale et je vais lire le tome 3 au mois de juin c'est sûr. Alors pas tout de suite, je fais une petite pause de fantasy avant pour... Vous savez un petit peu comme... quand on goûte du vin et qu'on se rince le palais avant de goûter d'autres vins. Bah pour moi ça va être pareil, là je vais faire un petit rinçage de palais avec du Cozy Mystery et du contemporain, mais je vais lire le 3e tome là ce mois-ci c'est sûr, je veux trop savoir comment ça se termine, surtout que je suis sur ma lancée, là j'ai lu le 1er tome début mai, le 2e tome fin mai, je pense que je lirai le 3e tome mi-juin, mais voilà, je veux savoir comment ça se termine. Si j'ai un conseil à vous donner sur tout ce que j'ai lu sur le mois de la fantasy, c'est de tester cette saga si vous l'avez pas déjà lu parce qu'elle est vraiment chouette. Vraiment, si vous la lisez pas, vous passez vraiment à côté de quelque chose d'original et de vraiment sympa. Ça fait beaucoup de vraiment, hein. Donc voilà, je suis allée un peu vite sur les livres, mais comme je vous disais, j'ai déjà fait des vlogs tout le mois sur le mois de la fantasy, sur tous les livres que j'ai lus et j'avais pas trop envie de trop radoter non plus. Donc c'est un peu plus concis et puis en plus si je devais vraiment vous parler en détail de plus de 16 livres, on serait pas rendu, je pense que la vidéo ferait 2 heures, donc là je vais essayer de la condenser un petit peu pour qu'elle fasse, j'espère, un peu moins de 30 minutes. Mais voilà, mon bilan final c'est que j'ai lu 16 livres je crois. 16 livres, j'en ai abandonné 2. Le comics, c'est pas fait pour moi. J'aime bien les BD jeunesse qui sont toutes choupies. Aussi, je me suis rendu compte voilà, que il faut vraiment que j'alterne mes lectures. Je le savais un petit peu, mais j'avais jamais testé de lire beaucoup de fantasy à la suite. Maintenant, je le sais, l'année prochaine, je ne ferai pas pareil. Je pense que l'année prochaine, j'essaierai de lire 1 ou 2 catégories par menu et pas plus. Parce que là, vraiment, j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que j'aime pas abandonner les projets en cours. Mais la fin ça n'a pas été très agréable pour moi, même s'il y a certains ouvrages qui ont fait quand même que j'ai pu apprécier quand même mes semaines de lecture, mais plus j'avançais dans les semaines et moins j'avais envie de lire et je pense que c'est pas bien de se forcer comme ça, donc je pense que l'année prochaine je le ferai pas de la même façon, je ferai une playlist avec un truc par catégorie, mais je me forcerai à pas lire que ça parce que c'est trop pour moi. Voilà, j'aime vraiment alterner mes lectures et c'est dommage parce que j'ai pas envie de me dégoûter de mon genre préféré parce que ça reste mon genre préféré. Donc voilà, l'année prochaine je ferai différemment, mais au moins j'ai tenu, j'ai fait ce que j'avais à faire sur ce mois de la fantasy, ce que j'avais dit que je ferais. J'ai lu mes semaines, j'ai fait mes vlogs, j'ai même regardé des séries télé qui allaient de pair avec toutes ces semaines. Pour la semaine de l'eau, j'avais regardé le dernier Viking. Pour la semaine du feu, j'avais regardé Moon Knight parce que ça se passait en Égypte et pour moi chaleur, Égypte, voilà, ça passait. Pour la semaine de la terre, qu'est-ce qu'on avait regardé déjà? On avait regardé Carnival Row parce qu'il y a des elfes dedans et c'était une très bonne surprise. Je trouve que Orlando Bloom c'est vraiment bonifié avec l'âge et que Cara Delevingne a vachement bien joué dans cette série. C'est sur Prime hein, si jamais ça intéresse quelqu'un. Et pour la semaine de l'air, j'avais commencé Good Omens, donc c'est l'histoire de un ange et un démon qui essayent de s'allier pour empêcher l'apocalypse. Je l'ai pas terminé parce que monsieur n'a pas aimé, donc on a switché sur Stranger Things, mais je vais la terminer, il me reste un épisode je crois. C'était vachement sympa. On a tenté quelques films aussi, mais à la fin on n'a pas suivi. Mais vraiment c'était quand même une immersion, j'ai vraiment essayé de faire chaque semaine, de m'immerger voilà, dans ces éléments en fait tout simplement, et je suis contente quand même d'avoir tenu jusqu'au bout et d'avoir fait du mieux que j'ai pu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé suivre le mois de la fantasy avec moi. Ne vous attendez pas à trop d'ouvrages de fantasy hein, au mois de juin, clairement. Ce sera surtout du Cozy Mystery, du contemporain, je pense, même s'il y aura quelques petites touches de fantasy. Mais j'ai besoin de voilà, faire un break. Et puis en attendant, j'espère que vous avez passé un très bon mois de la fantasy. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures découvertes que vous avez fait pendant ce mois de la fantasy de votre côté, ou même s'il y a des livres dont je vous ai parlé qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir de vous lire en commentaire. Et puis je vais vous laisser tout simplement. Je ne sais pas encore s'il y aura une vidéo mercredi, je ne pense pas.
Mais on se retrouve dimanche prochain pour vous présenter une de mes collections que j'ai dans ma bibliothèque et qui sera, on va dire, en thématique avec la journée que je passerai ce jour-là. Parce que je ne serai pas là, je vous laisserai découvrir ça sur Insta pour voir où je vais, mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Donc on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et comme d'habitude, je vous fais des bisous.